Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des prophètes compositeurs de l'orgue. Nous le disions au début de toutes ces vidéos que l'orgue fait un peu figure isolée parmi les instruments de musique, puisqu'il est le seul à présenter un caractère utilitaire. L'homme ne lui a-t-il pas demandé de servir un dieu? Mais il peut se prévaloir d'un autre privilège pour avoir en quelques années conquis le plus grand musicien de tous les temps, Jean-Sébastien Bach. Il suscite en quelques années une littérature d'une richesse et d'une perfection telle qu'aucun instrument probablement n'en a connu de plus achevé ni de plus diverse. Le cantor de Leipzig apparaît comme une manière de phare qui illumine toute la musique d'orgue. Dans ce domaine, il faut donc étudier Jean-Sébastien Bach, ceux qui le précèdent et ceux qui le suivent. Bach est un point de départ, mais beaucoup plus un point d'aboutissement. Les prophètes qui annoncent ce héros apparaissent d'autant plus grands qu'est grand celui-là qui vient de les parfaire. Après Bach, il semble difficile, voire impossible, d'enrichir un tel domaine. Des compositeurs de talent s'efforcent de renouveler le langage, mais peut-on là parler d'un même art, d'une semblable esthétique? Les disciples ont-ils toujours écouté le maître? Dans l'histoire de la musique d'orgue des origines jusqu'à Jean-Sébastien Bach, on aperçoit trois périodes d'inégale longueur, d'inégale importance. La première s'étend du XIIe à la fin du XVe siècle. Nous n'aurons que peu à dire sur ces primitifs de l'orgue, dont beaucoup demeurent anonymes. La seconde s'inscrit au XVIe siècle. Les précurseurs éloignés du cantor prétendent déjà au nom de grands maîtres, créateurs à vrai dire, du premier art instrumental. La troisième période s'ouvre vers 1580 pour se clore à l'aube du XVIIIe siècle. Les précurseurs immédiats de Bach surgissent de toutes parts et vont aplanir les voies qui suivra dès 1703 l'homme de Thuringe. Portatifs, positifs, on l'a dit, servent à soutenir les voix durant tout le Moyen Âge. Dans un chœur, a cappella, une partie paraît-elle trop faible? On la confie à un instrument à cordes, VL, ou à vent, trombone, flûte, orgue, et de tout temps un rôle d'accompagnateur est donc dévolu à notre instrument. Le grand orgue de tribune, par contre, intervient déjà comme soliste. La première œuvre qu'on puisse lui attribuer avec quelque certitude remonte au premier quart du XIVe siècle. Dans une tablature anglaise de 1325, des préludes libres côtoient des transcriptions d'œuvres vocales. L'art instrumental en est à ses balbutiements. Très proche de l'art vocal, il aime à s'enrichir de festons, de traits animés confiés à la voix supérieure, plus que de majestueux accords. Notre instrument est en voie de formation. Nos primitifs cherchent à en tirer le maximum, comme le recteur de Stendhal, le frère Elborg, qui, dans ses préludes de 1448, est un des premiers à exiger l'emploi de la pédale. À côté de ces préludes, voici de longues improvisations sur des thèmes populaires germaniques qui donnent matière à d'interminables séquences, répétitions ou rosalies. Infiniment plus riche de substance, l'œuvre de l'aveugle de Nuremberg, l'organiste Konrad Paumann, vers 1410-1473, au service de la cour de Bavière. Professeur, il laisse dans sa méthode Fundamentum Organensendi le secret du son brillant d'enseignement. Il apprend à improviser un verset sur un thème liturgique, un préambule. Il enseigne à tous ses élèves l'art de la transcription, la bonne manière pour colorer une pièce vocale. Aussi, lorsque, vers 1470, une main anonyme réunit dans ce précieux manuscrit le Buchenmer Orgelbuch, qui un certain nombre de pièces d'orgue, celles de Paumann, sont-elles mises à l'honneur
et donne-t-elle, à côté des transcriptions des meilleures chansons et ou motets de Dunstable, Bichois, Dufay ou son prix de cette anthologie. Non loin de Paumann, trois noms brillent au premier rang de ces primitifs à la fin du XVe siècle. Heinrich Isaac, Schlink ou Paul Hofsheimer. Le premier, organiste de Laurent de Médicis, fut au service de Maximilien Ier jusqu'à sa mort en 1517. Si ses œuvres personnelles n'ont pas été conservées, on possède en revanche les transcriptions que ses élèves ont réalisées de ses chansons, et l'on aperçoit combien l'organiste savait avec aisance fleurir un thème. Le second aveugle de Heidelberg, mort après 1517, développe avec son art les quatre parties de son discours, sachant imposer un thème de plein chant en valeur longue à la basse et le parer d'un triple contrepoint au manuel, formule qui ira en répétant jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Le troisième, Paul Hofsheimer, 1459-1537, le prince de l'orgue, sert tantôt l'archiduc Sigmund à Innsbruck, tantôt l'empereur Maximilien. C'est le premier grand maître de l'art instrumental et un maître international. Ses œuvres, des variations sur thème grégorien, les transcriptions de chansons allemandes ou d'hymnes latines, en cet apport, nous relevons une abondance de traits, une animation qui en font un créateur. Ces éléments de vie semblent en son œuvre contenus par une voix plus austère, celle qui clame le plein chant et qui se laisse parfois emporter, voire déborder par ses traits, ses syncopes, ses groupes qui dévalent un instant la pente, pour se redresser habilement et repartir vers d'autres cieux. Le voici bien le maître de la virtuosité. Ses élèves spirituels seront plus tard rois dans le domaine de la toccata. Pour l'instant, il y a de nombreux disciples. Hans Büchner, organiste de Constance, reprendra le thème de plein chant, Cantus Firmus, dans les différentes voix de sa transcription ornementale 1493 vers 1540. Et par là, il se fera l'initiateur du contrepoint imitatif. Sous l'influence de son maître, il semble dicter aux organistes une coutume qui deviendra bien vite une tradition, le sujet grégorien, qui était tout à l'heure synonyme de liberté et de souplesse, s'étire en une suite un peu monotone de valeur longue d'égale durée. C'est la réponse au thème proposé dans un Kyrie, un Gloria ou un Sanctus pour les voix de la Scola, et supporte une mélodieuse architecture toute de gamme de broderie. Autre élève de Hofsheimer, c'est Nachtigal, qui était organiste de saint Thomas de Strasbourg en 1537, et ce Kléber, mort en 1556, organiste à Forchheim, auquel nous devons une riche tablature d'orgue en laquelle se généralise l'emploi de la pédale ainsi que le procédé de l'écho entre deux groupes de voix. Cotter, mort en 1542, organiste à Fribourg en Suisse, adapte des motets latins, des chansons allemandes, italiennes ou françaises, des danses même dont il aime à désarticuler le rythme et ornementer les sujets au point qu'il sera difficile de les reconnaître. En l'une et l'autre œuvre de Büchner, Cotter ou Kléber, voici ce que l'on surprend, les signes d'un nouveau style. La polyphonie fait place parfois à l'harmonie, au contrepoint. Ces auteurs tendent à substituer ici ou là ces accords fondus et harmonieux que le tuyau rend moelleux à l'oreille. En cette fin du XVe siècle, la France est peut-être tout aussi riche en organistes que les pays de langue germanique. Mais ceux-ci gardent l'anonymat. Du moins, certains éditeurs parisiens, comme Pierre Athénian, publient leurs œuvres vers 1530-1550. Ce sont des transcriptions ornementées de motets polyphoniques, Févin, Aubrecht, Compère, Brumel ou de chansons, Sandrin, Jeannequin, Mittandier, Lepelletier, Gombert. Des versets pour les messes ou pour les cantiques de la Vierge.
L'art décoratif ne semble pas avoir échappé au maître français qui a librement paraphrasé le Te Deum. Il faut ensuite rapprocher de ces primitifs allemands et français les œuvres des deux Italiens qui paraissent annoncer dans la musique d'orgue cette révolution qui doit marquer au XVIe siècle une totale coupure entre l'art vocal et l'art instrumental. Le Bolonais Marco Antonio, établi à Venise, publie son livre d'orgue en 1523. Esprit ardent dans les improvisations libres porte le nom de Ricercari, recherche sur un thème. On y relève des modulations audacieuses, de souples cadences, une curieuse richesse de taille et d'ornementation et une étonnante aisance à faire progresser 6 voix simultanément. Il possède une science de la transcription dont aucun de ses contemporains ne peut se prévaloir. Son fils Girolamo Cavazzoni d'Urbain publie quelques 20 ans plus tard, en 1543, 2 livres d'orgue en lesquels il offre des versets destinés à l'alternance vers la scola, Magnificat, hymne, etc. Génie moderne qui abandonne le travail scolastique par compartimentation ou cellule et qui développe un thème construit en sacrifiant le détail à l'ensemble. D'autres périodes mélodiques, un vrai sens de la polyphonie et de l'architecture, de séduisantes cadences avec des appels à la sous-dominante dont tous les classiques et Bach sauront profiter. L'apport est immense de cet organiste qui clôt une époque, qui en ouvre une autre. Il sera continué par Flogiano et Segui. Tous les auteurs que nous venons d'énumérer ont écrit pour le clavier. Leur œuvre s'adapte aussi bien à l'orgue qu'au clavicorde, au clavecin. C'est dire qu'à cette époque, les instruments ne jouissent pas de l'individualité qu'ils connaissent de nos jours. C'est dire aussi que les compositeurs se bornent à la bien écrire, sans se soucier de ce truchement tout matériel, l'instrument qui traduira leurs pensées, on dirait presque leur devoir. Pourtant, le XVIe siècle inaugure une période nouvelle dans l'histoire de la musique, un art instrumental prend corps qui ne doit plus rien à l'art vocal, qui s'épanouit en des formes inédites, qui possède sa technique, son vocabulaire. Dans l'histoire de la musique, 3 foyers contribuent à la naissance de ce langage. L'Italie du Nord, l'Espagne, l'Angleterre. C'est ici et là qu'il faut chercher les précurseurs éloignés de Jean-Sébastien Bach, qui, fort d'une tradition timide encore, n'hésite pas à briser les cadres et faire figure de révolutionnaire. Nous parlions tout de suite de Venise. La doctrine qui prêche Marco Antonio et son fils Cavazzoni va porter des fruits sans tarder. Le Ricaré est né, ouvert à l'imagination, à la fantaisie de tous. La basilique de Saint-Marc s'orne de 2 orgues qui se répondent chacun sur une cantoria. Et les premiers organistes du temps s'y font entendre. Un flamand d'origine, Jacques Buns, qui édite en 1549 dans la ville de Doge des ricareries riches de sève et de science. Un autre flamand, 10 ans plus tard, Adrien Villard, livre à l'éditeur des fantaisies pour instruments dont la raideur a disparu. Annibal Padovano, 1527-1575, applique à l'orgue toutes les ressources du contrepoint que ces étrangers lui enseignent. Il révèle au public le caractère architectural de son instrument et excelle en tel ricercare sur le Salve Regina à établir un canon entre la basse et le soprano, annonçant par là les grandes figures décoratives des Gabrielli. Voici les maîtres, tous les deux vénitiens de naissance. Andrea Gabrielli, mort en 1586, tient le second orgue de San Marco. Son disciple et neveu Giovanni est titulaire du premier, 1557-1612. Depuis la mort de Claudio Merullo,
1553-1604, autre organiste et compositeur de race. Dans l'œuvre du premier, nous relevons des ricercari, des intonazioni, des toccate, des canzoni alla francese. De cette riche Venise, domaine de la couleur et du feu, les formes une à une jaillissent, curieuses, pleines de substance, souvent fort longues, souvent très brèves. Tempérament vigoureux, doué d'une puissance imaginative, l'oncle et le neveu fixent désormais le cadre de cette recherche qui oriente vers la fugue proprement dite, ou cette toccata, morceau en lequel, après avoir plaqué de puissants accords qui réapparaîtront de temps à autre au long du discours, l'organiste fait étalage de sa virtuosité, de son esprit, de son lyrisme. Dans la fugue déjà, voici qu'apparaissent les deux fragments qui vont sans cesse s'entrechoquer, donnant plus tard naissance au sujet et au contre-sujet. Plus loin, les Gabrielli en appellent à l'intelligence, en appellent au procédé de l'augmentation et de la diminution. Ils n'hésitent plus à transformer en fin d'œuvre le rythme d'un thème. Ils sectionnent leur travail en 3 ou 4 fragments et se livrent en chacun d'eux à des jeux d'écriture serrés, à des imitations, à des straits véritables, sans jamais rompre l'unité de l'œuvre. Dans les canzoni, un Giovanni Gabrielli dépasse le cadre de la fugue. En une large fresque, il oppose l'esprit du ricaré à celui de la toccata, tenant toujours l'intérêt en éveil. C'est l'éclat qu'il cherche et c'est la grandeur qu'il atteint en posant les jalons de la future sonate. Depuis quelque temps déjà, un autre centre de musique d'orgue avait vu le jour dans la péninsule ibérique. Dans leurs œuvres, comme dans leurs traités, les organistes espagnols ouvrent également le chemin de la fugue classique. Le ricaré porte ici le nom de cento. Comme l'Italie, l'Espagne et la recherche d'un style, d'une architecture. Au milieu du XVIe siècle, Juan Bermudo et Luis Venegas prêchent d'exemple. Un dominicain, Thomas de Santa Maria, à l'appui de ses conseils didactiques, publie plusieurs piécettes, parmi lesquelles il prouve à ses élèves comment se doit écrire une exposition de fugue. Ses motifs sont brefs, sa sensibilité tour à tour vigoureuse, esquisse. C'est un aveugle qui semble relever, codifier ses leçons. Antonio de Cabezón, 1510-1566, est musicien de la chambre et de la chapelle de Charles Quint et du roi Philippe II. Son œuvre comporte des duos ou trios, parmi lesquels il entend apprendre à ses disciples l'art du contrepoint et de la modulation en vue de l'improvisation. Des faux-bourdons sur chacun des tons d'église, première cellule du choral varié, puisqu'il groupe l'exposition harmonique d'un texte et une suite de glaças sur ce sujet, des centos en lesquels il traite des idées grégoriennes, des versets pour le Kyrie ou pour le Magnificat, enfin des variations et différencias sur des danses, sur des chansons profanes, son polytriptyque sur le chant de chevalier nous transporte du monde des expériences à celui de la maîtrise. Quelques mesures d'un verset de Magnificat suffisent à situer cet artiste parmi les grands techniciens du contrepoint. Les thèmes offrent une beauté, une souplesse rarement atteinte encore. L'homme se double d'un poète, les harmonies audacieuses, les modulations témoignent de la curiosité d'esprit. Il soutient l'intérêt par le mélange permanent des rythmes binaires et ternaires. Rien ne lui échappe de l'art spirituel raffiné, de la variation dont il apparaît comme l'un des principaux héros dans l'histoire. Nombreux ses disciples indirects, comme Anirla de Heredia, l'organiste de Saragosse, né en 1570, qui ne feront que reprendre et amplifier ses leçons. Au nombre de ceux-ci, il faut compter un Portugais,
Manuel Rodrigues Caello, organiste et joueur de clavecin à la Chapelle royale de Lisbonne. Un florilège de ses œuvres pour instruments à clavier contient des versets ou cento, des versets pour le Magnificat, pour le Kyrie, et Rossex, qui a particulièrement étudié ces pages, insiste sur leur caractère instrumental main légère, qui saute d'une octave à l'autre pour répéter sur divers registres certaines figures ornementales, sur les irrégularités très hispaniques de rythme qu'elles présentent, leurs couleurs, quartes et quintes augmentées ou diminuées, enfin leur belle architecture. Le recueil du portugais paraissait en 1620. 6 ans plus tard, l'organiste de la collégiale de Saint-Sauveur à Séville, Francisco Correa de Axono, livre au public ses premières belles pièces. De Santa Maria à Correa, quelle magnifique ascension en Espagne. Avec intention, ce dernier multiplie les dissonances en ses cientos. Il se diversifie comme à plaisir les figures rythmiques dont il est parsème. Partisan de la couleur par les ornements dont il fleurit son texte, il est également d'un primitif rubato qui ne déplaisait pas aux Vénitiens d'alors. Ces tientos disent le souffle de leur auteur, ses variations sur des chansons populaires révèlent sa verve et son souci très hispanique de mêler toujours à un courant généreux et bouillonnant une note amère, angoissée, qui en altère la couleur. Après l'Italie et l'Espagne, voici finalement l'Angleterre. Il est ici plus difficile encore de faire le départ entre musique d'orgue et musique de virginale. Comme en Italie, l'orgue est de dimension très réduite, mais il ne comporte que 2 claviers. Les artistes anglais de la seconde moitié du XVIe siècle se livrent à leur passe-temps favori, aussi bien sur l'orgue que sur le virginal, l'art de la variation sous toutes ses formes. Aussi n'est-il peut-être pas un pays qui ait contribué autant de bonheur que l'Angleterre à la création d'un style propre aux instruments à clavier. Les organistes sont tous passionnés, attachés à l'épinette et au virginal. Thomas Tallis, mort en 1585, organiste de la Chapelle royale, et son successeur Blitzmann, mort en 1591, Morley, de 1558 à 1603, Bird, vers 1542-1623, organiste de la cathédrale de Lincoln, puis de la cour, John Bull, 1563-1628, organiste de l'archiduc Albert, puis de la cathédrale d'Anvers, ont fait preuve d'invention rythmique remarquable en cet art de la variation qui ont appris à approfondir auprès de Cabesson, venu en Angleterre en 1554. Mais ces 2 derniers, Bird et Bull, se distinguent parmi ceux-là en premier chef, par des procédés d'écriture tels que des broderies, des triolets, des retards, des brisures, des éléments de rythme. Ils se sont faits les créateurs d'un langage propre à tout instrument à clavier et qui sera le point de départ de toute l'école d'orgue moderne. Variations sur des hymnes latines, fantaisies, préludes, toccata, chansons transcrites et variées dénotent une agilité, une exubérance dans la polyphonie qui semble contraster avec l'extrême simplicité de l'orgue anglais. Pour éviter la monotonie sur un tel instrument, nos artistes en appellent continuellement à la variété des rythmes et aux ornementations. On retrouvera, mais amplifié, le même luxe de figuration dans l'œuvre des organistes Farnaby, vers 1565 vers 1620, Gibbon, 1583-1625, un des plus grands maîtres anglais, Tomkins, mort en 1656, Gibbon, mort en 1676. Les précurseurs immédiats de Bach n'ont fait que perfectionner l'outil, enrichir la tradition que leur lèguent de tels artistes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.